Le texte que vous m'avez demandé de commenter est tiré du Mariage de Figaro. Il s'agit d'une pièce de Beaumarchais, publiée au XVIIIe siècle. C'est une pièce qui fait partie d'une trilogie avec Le Barbier de Séville en 1775 et qui se clôt avec La Mère coupable en 1792. Le Mariage de Figaro étant achevé en 1778, mais sa véritable publication ne sera autorisée qu'en 1784, après un certain nombre de censures. Ici, il s'agit des scènes 18 et 19 de l'acte 5. Nous sommes donc à la toute fin de la pièce qui doit amener la résolution d'un certain nombre de manigances qui se sont mises en place durant la pièce. Dans les scènes qui précèdent, le comte, persuadé que sa femme le trompe, a fait sortir progressivement plusieurs personnages féminins d'une cachette, croyant à chaque fois que c'était la comtesse et étant à chaque fois déçu. Il reste un personnage caché dans la maison et ce personnage s'apprête à sortir. Suzanne, son éventail sur le visage. Ah, la voici qui sort. Que croyez-vous, messieurs, que mérite une odieuse? Suzanne se jette à genoux, la tête baissée. Non, non! Figaro se jette à genoux de l'autre côté. Non, non! Marceline se jette à genoux devant lui. Non, non! Tous se mettent à genoux, excepté Bridoison. Y fussiez-vous un sang! La comtesse se jette à genoux. Au moins, je ferai nombre. Le comte regardant la comtesse et Suzanne. Ah! Qu'est-ce que je vois? La question à laquelle je vais essayer de répondre sera: en quoi le dénouement de la pièce signe-t-il le contre-emploi du personnage du valet? En effet, nous arrivons là au dénouement, nous avons la résolution d'un certain nombre de manigances, mais tout cela a été mis en place non pas par le valet, Figaro, mais par d'autres personnages, et notamment les personnages féminins. Ce qui interroge ainsi quant à la dimension de comédie de valet que le programme invite à plaquer sur ce texte. Pour répondre à cette problématique, je diviserai mon texte en trois parties. La première partie qui sera constituée de la scène 18 plus la première réplique de la ligne 19, qui met en scène l'intégralité des personnages qui demandent la grâce du comte hors de lui. Ensuite, à partir de la deuxième réplique de la scène 19 jusqu'à la réplique où Figaro se relève en s'essuyant les genoux avec son chapeau. Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur. Cette partie mettant en scène le pardon qui est accordé au comte. Et enfin, le dernier mouvement du texte dans lequel nous aurons une résolution heureuse de la pièce. La scène 18 commence par une didascalie, Suzanne, son éventail sur le visage, qui a pour but de perpétuer la ruse qui a été montée par elle et la comtesse pour attraper le comte. Puisqu'en effet, les deux personnages féminins ont échangé leur identité afin de tromper le comte qui, croyant séduire Suzanne, a fait en réalité cour à sa propre épouse. Le subterfuge se maintient donc avec cet éventail qui cache le visage de Suzanne, et la première réplique du comte commence par des points de suspension qui achève la réplique de la scène 17. Cette concaténation, donc l'enchaînement des répliques par-dessus une scène, montre la dynamique de la scène. C'est une fin de pièce dans laquelle tout se déroule très très vite. Cela se manifeste par l'enchaînement des répliques qui parfois passent par-dessus une scène totalement. Ce qui, dans le théâtre classique, est relativement rare, voire peut-être même interdit. Le comte est exaspéré de ces multiples tentatives qui échouent à chaque fois. Il a déjà fait sortir plusieurs personnages féminins et il est sûr cette fois-ci de faire sortir son épouse. Son énervement est à son comble, on le voit avec la didascalie et notamment avec l'adverbe, il la prend violemment par le bras. Cette violence s'explique à la fois par la situation, puisqu'il est énervé d'être toujours pris pour un imbécile, mais aussi par son soupçon d'être trompé. La voici qui sort, il est persuadé que c'est son épouse et il va la mettre au tribunal des messieurs. Que croyez-vous, messieurs, que mérite une odieuse? Puisque le jugement qu'il appelle est adressé aux messieurs. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, évidemment,
quasiment tous les personnages sont présents sur la scène, et il y a donc à la fois des hommes et des femmes, et il s'adresse uniquement aux messieurs. Cela est sans doute signe de la part de Beaumarchais du pouvoir des hommes sur les femmes, qui va être dénoncé à plusieurs reprises à l'intérieur de la pièce. On peut se souvenir notamment de la tirade de Marceline. Mais ici, il serait plus simple de considérer qu'il s'adresse aux messieurs, que sont en réalité les juges et les magistrats, et notamment Bridoisin. À cette demande de jugement vont se succéder toute une série de genoux à terre. Suzanne, dont on ignore qu'elle est Suzanne, puisqu'elle garde la tête baissée, puis Figaro, puis Marceline, puis tous. Et à chaque fois, on a une gradation dans la réaction du comte. C'est à chaque fois la même négation, répétée, non, non, mais la didascalie signale que cette négation se fait de plus en plus fort, et finalement la gradation se termine avec la didascalie hors de lui, qui va accentuer la violence de la première didascalie concernant le comte, violemment, et cette violence va être aussi manifestée par l'exagération extrême. Y fussiez-vous un 100, même s'ils étaient 100, ils ne changeraient pas d'avis. Ce qui est intéressant, c'est de noter que tous mettent un genou à terre, sauf Bridoisin, puisque Bridoisin est le juge, et justement est celui qui doit rester objectif et ne doit pas prendre parti. Cela amène du coup à la scène 19. On a toujours cet effet de concaténation, puisque à l'exclamation du comte, « y fussiez-vous un 100 », c'est la comtesse qui va répondre « au moins, je ferai nombre ». Elle se met parmi les 100 qu'il convoque, donc parmi aussi le peuple, qu'elle va imiter, puisque, comme tous les autres personnages excepté Bridoisin, elle se jette à ses genoux. Là, on pensait qu'il n'y avait personne, elle sort de l'autre pavillon, et c'est elle qui fait nombre et qui va faire pencher la balance. Je passe ainsi au deuxième mouvement du texte, puisque cette révélation, au sens propre de la comtesse, va révéler le subterfuge au comte, puisqu'il va regarder à la fois la comtesse et Suzanne, se rendre compte qu'il a été trompé, mais il ne parvient pas pour l'instant à y croire. Il est encore dans son énervement, comme le montre l'interjection exclamative « à » et l'interrogation partielle, qui est une réelle demande d'information. Qu'est-ce que je vois? Puisqu'il doute de ce qu'il voit, il voit deux fois la même personne, et il n'arrive pas encore véritablement à les distinguer. C'est Bridoisin, le juge, celui qui est objectif, qui va lui donner cette information. Pardi, c'est madame. Ce personnage va être l'agent de la révélation. Il va utiliser évidemment le titre du personnage et non pas son prénom, mais c'est une révélation qui est faite en riant, puisque effectivement c'est la révélation aussi du fait que le comte s'est fait attraper. Depuis le début, le comte est là à convoquer tout le monde pour les prendre à témoin, et c'est lui-même qui est ridicule dans cette affaire. Comme le montre la réplique suivante du comte, l'exclamation « quoi ?» L'interrogative totale, « c'était vous, comtesse ?» Lui aussi va utiliser le titre de son épouse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en utilisant ce titre, il la sort du peuple dans lequel la comtesse s'était placée, physiquement. Il la sort aussi du peuple par la didascalie, il veut la relever, mais simplement il veut la relever et il n'arrive pas à la relever, comme on le verra juste après. Il va la supplier, il se met, donc au sens propre, il la supplie, c'est-à-dire qu'il se met à genoux devant elle, au sens figuré, puisqu'il reste 1 mètre, et il va lui demander le pardon avec la négation excessive. Il n'y a qu'un pardon bien généreux, et on note l'aposiopèse, du coup, avec les points de suspension. Il n'arrive pas à terminer sa phrase, puisqu'il est bien conscient que non seulement il est ridicule, mais qu'il a été absolument excessif. Cette idée de générosité va être le signe de la noblesse en tant que statut social, mais aussi en tant que qualité d'âme, en quelque sorte. Qualité d'âme dont va faire preuve la comtesse, qui elle aussi rit. On est bien dans un dénouement de comédie. Tous les personnages sont présents, tout le personnage rit, et ce rire repose sur un effet de répétition, un « vous diriez non, non » à ma place, avec le discours indirect libre. Effet de répétition qui va doubler la répétition du personnage, puisque la comtesse et Suzanne se sont grimées l'une dans l'autre, et en opposition au discours direct libre, non, non, elle va se placer elle-même, moi, pour la 3e fois aujourd'hui, je l'accorde sans condition. Pour ce qui est de l'usage des pronoms, on
peut remarquer que dans la même réplique, elle va passer du pronom première personne disjoint, moi, au pronom première personne conjoint, je. De la même manière que la disjonction avec son époux, qui a lieu depuis le début de la pièce, va se résoudre ici, et elle va retrouver son conjoint. Vont suivre toute une série de références aux divers événements dans la pièce, puisque tous ces événements vont se résoudre ici. Première référence, c'est le triple pardon. Donc le premier pardon qui a été fait à l'acte 2, scène 19. Lorsque le comte, croyant trouver Chérubin dans le placard, trouve en réalité Suzanne. Deuxième pardon, lorsque le comte s'aperçoit que Chérubin s'est caché parmi des filles d'honneur et que Fanchette révèle que le comte lui compte Fleurette. Et enfin, ce troisième pardon à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, le pardon n'a été explicite, ce qui montre bien la supériorité dans l'adresse de la comtesse. À chaque fois, c'est le comte qui demande, mais le mot de pardon n'est jamais prononcé par la comtesse. Le fait qu'elle l'accorde sans condition peut aussi faire référence à donc l'acte 2, scène 19, lorsque la comtesse dit « Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres », c'est bien ce qui se passe ici, « Voilà bien les hommes », on retrouve la critique des hommes. « Ah, si jamais je consentais à pardonner en faveur de l'erreur où vous a jeté ce billet, j'exigerais que l'amnistie fût générale, et c'est bien ce qui va se résoudre ici. » Donc, dans cette réplique de l'acte 2, scène 19, on a déjà une annonce de ce pardon, de cette amnistie générale, y compris pour le comte, de l'acte 5, scène 19.